Oui, que peut apporter l'Europe aux jeunes, aux plus jeunes d'entre nous? C'est la question que nous posons ce soir. Alors, il y a en ce moment beaucoup de propositions pour refonder, repenser l'Europe. Mais qu'en pensent les jeunes générations? Souhaitent-elles une Europe plus protectrice? Et puis, qu'est-ce qu'on met dans ce mot protection? C'est désormais votre rendez-vous régulier pour aller plus loin. Parole de jeunes sur l'Europe. Ce soir, on en parle avec nos invités. Sacha Houlier, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur du mouvement Les Jeunes avec Macron. Merci de nous accompagner. Avec nous également David Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Coordinateur en Île-de-France du Front National de la Jeunesse, également adjoint à l'implantation locale du FNJ. Bienvenue à vous. Merci. Julia Sereni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée de circonscription Les Républicains de Corse, également chercheur associé au CIRUS. C'est un laboratoire d'idées sur la jeunesse et l'éducation. Avec nous également Maxime Werner, bonsoir. Et bienvenue. Fondateur et président de l'Association des Jeunes de France, initiateur du mouvement Masse Critique et également candidat à la présidentielle. Je me souviens, il y avait eu 2012 et maintenant 2017. Il y a 2017. Ouais. Ça avance, les parrainages? Ça avance bien, oui, ça avance bien. J'étais encore aujourd'hui en déplacement. Cela étant, on a bien peur que le mouvement s'essouffle, donc il faut continuer à pousser. Et on espère avoir les 500 parrainages cette fois-ci. Vous nous tiendrez au courant. Alors, madame, messieurs, presque une semaine après le Brexit et alors que l'heure est aux grandes manœuvres, notamment à Bruxelles, je voulais d'abord avoir votre réaction. Sacha Houlier, pour commencer. Votre regard sur la gestion post-Brexit, maintenant, entre réunions, sommets, pourparlers. Comment vous percevez cette longue séquence? Alors, tout d'abord, juste un petit mot pour rendre hommage à la mémoire de Joe Cox et aux victimes de l'attentat à Istanbul, parce que c'est justement pour ces raisons-là qu'on a créé l'Union européenne. C'est pour avoir la paix, la prospérité et la liberté. Et finalement, ce que doit apporter l'Europe, ce à quoi doivent déboucher les négociations ensuite, c'est un sursaut. Parce que si on en est arrivé là, c'est probablement par des manœuvres un peu politiciennes de la part d'un gouvernement qui a dit « retenez-moi ou je fais un malheur », c'est parce que surtout on n'a pas eu de projet pour l'Union européenne, un projet politique, un projet qui permette à tous les citoyens de s'y retrouver, d'avoir les protections dont vous parliez en introduction. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en est à ce stade où depuis 2005 on n'a rien fait pour l'Europe, on a fait gérer les crises courantes et où on se retrouve face à une impasse. Alors, cette impasse, donc c'est presque un choc salutaire pour vous, ce qui s'est passé jeudi dernier. Salutaire, c'est jamais bon lorsque quelqu'un décide de sortir de la maison commune. Mais en tout cas, ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a à faire et nous, on a des réponses pour savoir ce qu'il y a à faire. Et on va les développer. Julia Sereni, même question. Et plus précisément, est-ce que vous êtes attristé de ce résultat? Certains disent c'est une catastrophe, etc. Et d'autres disent, au contraire, ça peut être le sursaut, le choc salutaire, justement. Et en tout cas, bien sûr, évidemment, je crois que ça a été, comme pour moi, comme pour beaucoup de monde, un choc. Après, en tout cas, c'est aussi la conscience très aiguë pour chacun d'entre nous, je crois, d'assister à un moment historique. Et évidemment, il faut en faire l'opportunité pour relancer une Europe qui, effectivement, telle qu'elle est actuellement, ne fonctionne pas. On en partage tous ce diagnostic-là. Il est évident, on ne peut pas le nier. Il y a un vrai décrochage avec les peuples. Et effectivement, il faut en faire un électrochoc et une opportunité d'avancer. Vous partagez tous le fait que l'Europe ne marche pas, et surtout avec David Rodriguez du Front National. Je voudrais vous faire réagir à la phrase de François Hollande, c'est demain dans les Échos, qui dit « Pourquoi organiser, en parlant d'un référendum en France, un tel tumulte et une telle confrontation, si ce n'est pour quitter l'Union européenne? Les mensonges, les simplifications, les outrances et même les violences que l'on a constatées pendant la campagne référendaire au Royaume-Uni ne suffisent donc pas à ces apprentis sorciers ?» S'adresse un peu quelque part à vous? Écoutez, moi, quand j'entends ce genre de phrase de la part de quelqu'un qui a explicitement rejeté la parole du peuple français en 2005, puisqu'en 2005, quand le peuple français refuse la Constitution pour l'Union européenne, on la refait passer par la fenêtre, alors que le peuple français l'avait fait sortir, on la fait passer par la fenêtre via le traité de Lisbonne, de manière d'ailleurs très conjointe entre l'UMP d'un côté et le Parti socialiste qui vote aussi. Pas que le PS est au pouvoir en 2005. Non, par contre, au Parlement, quand ils ont été convoqués à Versailles, François Hollande lui-même et Manuel Valls, qui sont donc tes représentants, ont voté pour passer outre la décision du peuple français. Présidentielle qui a aussi tranché la question, ça vous aura pas échappé. Alors, qui a tranché la question, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a choisi le candidat qui est devenu président de la République, c'était aussi une manière de répondre à ces interrogations. On choisit des candidats surtout avec lesquels on n'explique pas le programme. C'est-à-dire que François Hollande... oui, mais c'est une démocratie, ça a été choisi. C'est-à-dire qu'il y a un programme normalement à la base et on respecte le programme. On va sur ce programme-là. C'est-à-dire que de la même manière, François Hollande ne respecte pas son programme, Sarkozy ne l'a pas fait non plus. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de quoi se vanter. Mais Maxime Werner, qu'est-ce que vous répondez? Parce que cela apporte quand même, malgré tout, de l'eau au moulin du Front National. Quel argument vous opposez
posée évidemment aujourd'hui, que Le Pen se serre les mains, mais c'est parce que les politiques ne savent pas poser le problème. Le problème, il n'est pas technique. Comment voulez-vous que les gens pensent, a fortiori les jeunes, que 27 commissaires européens vont décider, il y a des milliers, des dizaines de milliers de lobbyistes autour, on sait bien que c'est pas comme ça que ça se produit. Le vrai problème, c'est que les gens disent oui, mais les jeunes ont voté contre ce Brexit, etc. En réalité, ils n'ont pas voté. C'est ça qui est grave. C'est que la question, elle n'est pas technique, elle est sociale. Et aujourd'hui, on ne va pas faire une Europe sociale en se posant ce genre de questions à 3 francs, qui a fait quoi, etc. Le vrai enjeu, c'est comment les jeunes vont pouvoir créer une Europe politique, mais politique, c'est la représentative. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui quand même quand on regarde à quel point les partis en ont rien à foutre des élections européennes. Ils mettent des seconds couteaux pour avoir les 12 000 patates par mois. Ils font n'importe quoi. Ils font pas campagne. Ils expliquent pas aux jeunes que l'Europe, c'est la bonne échelle pour peser sur le monde et pour être l'arbitre, pour importer et imposer une vision morale aussi de la politique. Oui, et de l'autre côté, aujourd'hui, j'étais à Pithiviers et je vous le dis, ils en ont rien à foutre de Le Pen, Macron, truc Sarko. Ils s'en tapent. Ils se posent une question, c'est comment aujourd'hui on n'arrive pas à se poser le problème dans notre propre pays, avant même qu'il y ait des troubles encore plus puissants, de l'enjeu de l'intégration à la fois de nos jeunes et de presque la désintégration de nos vieux à la fin de leur vie dans cette société. Ce mépris que tu as pour les gens qui ont voté, tu as bien vu aux élections européennes, ils ont voté Front National parce qu'ils ne veulent pas de l'Union européenne. Ils n'ont pas tous voté Front National, ils n'ont pas voté. Alors, aux élections européennes, les jeunes n'ont pas voté majoritairement. Que déjà attendez, pas tous en même temps. Mais Maxime Bernard, il a dit quelque chose d'important, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Et c'est bien de le rappeler, c'est une vision nuancée qu'on n'entend pas beaucoup dans le débat public en ce moment. C'est qu'on dit 75% au Royaume-Uni se sont déplacés des jeunes ont voté en tous les cas contre le Brexit. Mais très peu à l'intérieur de ce pourcentage se sont déplacés, c'est ça, Sacha Houlié. Il n'y a pas un bloc générationnel europhile, moderne, connecté, et puis d'autres plus âgés contre l'Europe. Il y a un désintérêt pour l'Europe qui est lié au fait que l'Europe ne change pas les destins. Et le problème qui est le nôtre, c'est qu'aujourd'hui, toutes les questions essentielles, et je posais les 3 défis qui se posent à nous, la paix, la prospérité, les libertés. Ces questions-là, elles se traitent. Les questions de terrorisme, elles se traitent au niveau international. Les questions de compétitivité d'emploi, elles se traitent au niveau international. Et les questions de liberté et des réfugiés, et la question des réfugiés, elles se traitent également au niveau européen et au niveau international. Sacha, vous ne parliez pas d'emploi, de formation, d'apprentissage. Mais Sacha, l'emploi, le travail, ça c'est le monde deuxième, c'est la prospérité. La paix au niveau européen, en Yougoslavie, en Ukraine, en Géorgie, on l'attend encore. Et c'est assez intéressant de voir qu'au moment où on a une maison commune, qui est l'Europe, où il n'y a pas l'eau et pas l'électricité, donc pas l'Europe sociale, et bien il y en a qui proposent de la raser. C'est le Brexit, c'est le Front National, et il y en a qui proposent de l'installer. Nous, on est partisans de l'Europe sociale, on est partisans du développement de cette Europe. N'oubliez pas quelque chose, c'est que l'Europe est une échelle évidemment incontournable dans une politique internationale. Cela étant, il n'y a pas Europe si la politique au niveau le plus local n'est même pas respectée. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi le Front National prospère? C'est pas par vos grands talents et vos grandes solutions, non. C'est parce qu'il n'y a rien en face, parce que nos responsables politiques n'arrivent même plus à se sentir, entre guillemets, habités et à poser... Ça vous fait sourire. Mais tu as bien voté Sarkozy en 2012, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous êtes là pour ça. J'ai fait une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans, je me suis battu sur le terrain. Laisse-moi continuer. Jamais. Laisse-moi continuer. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai recueilli 358 parrainages d'élus, de maires. Bravo. Je me suis déchiré avec des jeunes. On a fait un beau combat. On a traité des questions intergénérationnelles. Et à la fin, j'ai fait une erreur. Mais au moins, maintenant, je peux être là et pour en parler. Ne t'énerve pas. Laisse-moi continuer. Je m'énerve pas. Laisse-moi continuer. Voilà pourquoi vous portez votre candidature. J'ai lancé un appel à tous les candidats pour qu'ils puissent reprendre une réforme du permis, une banque de la jeunesse, qu'on puisse accompagner nos jeunes. Manque de peau, le seul qui a répondu, qui c'est? C'est Sarko. Alors j'ai fait, oui, l'erreur de dire, il s'avère qu'il l'a repris, que je crois pas du tout en Hollande, pour porter le programme qu'il a fait sur la jeunesse. Bon, malheureusement, la vie a fait que... Et aujourd'hui, vous croyez en vous, c'est toujours bien. Allez, attendez. Et surtout, j'ai le droit maintenant de dire que ces partis politiques ne vont plus jamais être... Attendez, laissez les autres réagir. Julia Sereni, attendez. De la part de votre parti aujourd'hui, qui est engagé dans une course qui est celle des primaires, il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de propositions avec les mots qui reviennent, peuple, frontières, identité. Est-ce que cela vous parle? Quand François Fillon, par exemple, parle de civilisation européenne, est-ce que c'est un projet pour vous? Est-ce que c'est porteur? Oui, bien sûr, parce que il faut pas oublier que justement on a cet héritage commun, cet héritage qui va de la philosophie antique aux racines chrétiennes qui existent aussi, même si aujourd'hui chacun a la liberté évidemment de pratiquer la religion qui lui convient. Mais il y a un partage de valeurs communes liées à la liberté, à l'état de droit, au respect des droits de l'homme. Et ça, c'est un socle commun qui est le socle dans lequel d'ailleurs nous tous, en tant que jeunes, nous avons grandi et nous évoluons. Mais effectivement,
effectivement, on ne peut pas uniquement se baser sur ce socle-là. Il faut complètement refonder l'Europe. Mais il compte pour vous, c'est important aussi. Bien sûr je pense que David Rodriguez, vous êtes d'accord? L'Europe n'est pas uniquement économique et l'Europe des marchés. C'est une Europe aussi qui... J'allais dire, c'est vos mots qui sont repris. Absolument, non, moi je suis d'accord. Le problème, c'est que quand on est responsable politique à l'UMP, eh bien, on devrait normalement aussi subir le courroux du peuple quand on sait que le bilan n'a pas été celui qu'aujourd'hui tu peux proposer. C'est-à-dire que les réformes que tu proposes, tu aurais pu très bien les appliquer pendant... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Le peuple contre les élites, mais à un moment donné, il y a 68% des Écossais qui ont voté pour le Remains, donc pour l'Europe. Donc si 68% des Écossais sont des élites, il faut me le dire tout de suite. Mais je pense pas que ce soit le cas. Est-ce que j'ai parlé d'élite? Non, mais on parle de peuple, de tous les peuples qui veulent sortir. Aujourd'hui, il y a des nations qui ont voté dans le cadre du Brexit et qui ont voté pour rester. C'est l'Irlande du Nord et c'est l'Écosse. Et ces gens-là, ils savent très bien, ils comprennent très bien que leur intérêt, c'est de rester pour être mieux protégés, pour régler les questions des frontières entre nous, entre toute l'Union européenne, pour être mieux affronter la concurrence de l'Asie, pour mieux affronter la concurrence. C'est amusant, mais moi je connais qu'un seul peuple, c'est le peuple britannique. Comment? Le seul peuple que je connais, c'est le peuple britannique. Oui, on comprendra que David Cameron a fini d'achever ce qui restait de la Grande-Bretagne, puisque l'Écosse maintenant va faire un référendum d'indépendance et deux. Ils ont déjà fait un référendum et ils ont perdu. Oui, et ils vont recommencer puisque les conditions ne sont pas. Du Nord, il y a absolument aucune possibilité d'indépendance. Maxime Bernard, puisque vous citez beaucoup les sondages, vous avez vu le sondage qui a été réalisé sur la volonté ou pas des Français d'organiser un référendum et qu'est-ce qu'ils répondraient au cas où sur un Frexit ou pas? Vous l'avez lu. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Vous savez, j'ai exactement un sondage ici, si vous voulez. C'est TNS Sofres, c'est le Figaro. Vous avez un très bel. TNS Sofres, le Figaro, laisse-moi terminer. Et là, vous avez un petit sondage qui dit que les Français veulent, à 55%, ils veulent plus d'une Europe d'État-nation. C'est-à-dire pas une Europe technocratique comme tu pourrais le proposer avec ton ami. Ce qu'il y a aujourd'hui et qui ne marche pas, l'Europe de la liberté et du marché, c'est la seule chose qu'il y a aujourd'hui. Ah, ça ne contredit pas mon sondage. La Commission européenne, c'est les États-nations. Attendez, Julia Sereni, et le TAFTA, celui qui négocie, c'est la Commission européenne. Pas tout en même temps. Non, vous choisissez. Enfin là, c'est une lecture qui arrange forcément. Oui, sauf que la question de savoir si la France doit rester, à 48%, les Français sont pour le maintien. Un grand débat alors. Mais attendez, parce qu'au début, en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on fait là? En Grande-Bretagne, les opinions au début étaient plutôt favorables au fait de rester dans l'Union européenne. Simplement, après un grand débat, comme rappelez-vous, Constitution européenne, exactement la même chose. On était donné largement perdant. Et bien à la fin, on a vu les médias et la caste, puisque je parle maintenant, je vais te parler de caste politique. Eh bien la caste a été renvoyée dans ses quartiers et le peuple s'est exprimé. Vous êtes repassé par le traité de Lisbonne, mais le peuple s'est exprimé quand même en 2005. Attendez, regardez quand même les élections depuis 20 ans. Il faut peut-être se poser aussi des bonnes questions. Les gens n'ont pas voté finalement pour ou contre. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que les gens n'ont pas voté forcément pour ou contre l'Europe. Et 2005, c'était déjà un peu le même débat. Ils ont voté pour ou contre la représentation politique. Et c'est pour ça que le FN monte. Ben, bien sûr que tu le sais très bien. Et je considère qu'à chaque fois que le peuple français vote, il ne sait pas pourquoi il vote. Un référendum, c'est une modalité, c'est un outil, c'est pas un projet. C'est méprisant. Un référendum, ça ne veut rien dire. Attendez, tous les jours pour changer cette attendez, on va pas tous. Il n'y a pas de projet politique. Non mais David Rodriguez, est-ce que vous entendez ce que vous dit Julia Sereni? Elle vous dit un référendum, c'est pas un projet. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on pose une question, attendez, et je vous le dis de manière très très détendue, à chaque fois qu'on pose une question à un responsable Front National, on va dire on va demander au peuple. Mais ça ne suffit pas. Quelle est votre conviction profonde? Quand je vous dis Europe, à quoi vous pensez? Quel peut être le projet? Nous sommes très clairs là-dessus. La première chose à faire, c'est que si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2017, eh bien, elle ira renégocier des marges de souveraineté auprès de l'Union européenne. C'est-à-dire, les marges de souveraineté, elles sont très simples. C'est revenir à une monnaie nationale, d'une part. Renégocier le fait. Oui, bon, on la connaît. Les jeunes avec Juppé, on la connaît celle-ci. Simplement, il faut donc la première chose, le retour à une monnaie nationale, et une seconde chose, ensuite renégocier le fait que nous ne pouvons pas rester dans Schengen. Si l'Union européenne refuse de nous laisser des marges de souveraineté, eh bien dès lors nous convoquerons un référendum avec les propositions que nous avons eues. Si les aménagements de Schengen n'ont apporté aucune solution de ce qu'on a fait depuis l'état d'urgence. Quels arguments vous opposez? Parce que vous le détaillez là, les grandes lignes. Deux choses sur lesquelles je voulais revenir. D'abord, sur la modalité de comment on doit parler d'Europe demain. Et deuxième chose, sur ce qui fonctionne au niveau de l'Europe et pourquoi ça ne peut fonctionner qu'au niveau européen. Première chose, sur les modalités. En 2017, il y a des élections générales un peu partout. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, et il y en aura probablement en Italie. Et aujourd'hui, les opinions publiques, elles ont à se prononcer sur un projet et pas sur une question de référendaire où on va se proposer contre un gouvernement. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays. Les Anglais, ils ont probablement voté plus non à Cameron et Boris Johnson a bien tiré son épingle du jeu sur ce sujet. Donc un projet débattu dans tous les États membres de l'Union. Quel pilier essentiel de ce projet? S'il devait y avoir 3 piliers, moi je suis étonnée de ne pas vous entendre parler. L'Europe de la solidarité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit renforcer les solidarités.
avec ceux qui veulent avancer, parce que ceux qui ne veulent plus avancer, eh ben, il faut pouvoir leur laisser le chemin. 2, l'Europe de la liberté, où on considère qu'on définit des frontières communes et on aménage comment on reçoit les réfugiés, parce qu'à un moment donné, quand il y a des questions humanitaires, on doit recevoir les réfugiés. J'ai pas beaucoup entendu le mot solidarité ces derniers temps dans les discours. Hein. C'est pourtant tout l'objectif de la tribune d'Emmanuel Macron dans Le Monde. Ah, voilà. C'est ce qu'il avait dit. Je me dis, vous n'avez pas prononcé Emmanuel Macron depuis 20 minutes. Un exemple de solidarité. Quand on a eu la déferlante d'acier chinois qui menaçait tous nos salariés qui travaillent dans l'industrie, dans la sidérurgie en France. Qu'est-ce qui a été fait? Emmanuel Macron s'est battu. Vous avez fait fermer Florange. Il s'est battu. Je vous rappelle que Florange est fermé. C'est 3 ans après, donc on n'est pas. Vous êtes dans un gouvernement qui est un gouvernement dans le mensonge permanent, donc soit on peut en parler, soit on continue à mentir. Mais qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'on a pris des mesures efficaces, fortes, anti-dumping, pour éviter la déferlante d'acier chinois et protéger notre économie au niveau européen, parce qu'il n'y a qu'au niveau européen où ça fonctionne. Détail, lesquels 200% de taxes. Attendez, c'est quelle Europe pour demain? Donc il faut peut-être aussi se projeter. Moi je dis juste une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, on peut en débattre. Nous ce qu'on pense dans un mouvement qui s'appelle Masse Critique, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi un idéal libérateur de l'homme et de son talent. Et par exemple, c'est au niveau européen et pas forcément au niveau français qu'il faut débattre de l'idée de ce qu'on appelle le revenu universel. Nous ce qu'on propose, c'est un revenu citoyen qui donc serait conditionné par la participation à des activités qui créeraient du lien social, qui créeraient de la transmission, qui créeraient de la solidarité et qui seraient au niveau européen. Pourquoi? Parce que si vous créez un standard, vous arrêtez de créer ce qui aujourd'hui fait la faillite de l'Europe, c'est le cynisme des uns avec les autres, sur les autres, entre eux. Et aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que dans notre génération, là j'étais à Pithiviers aujourd'hui, et j'ai pris un coup. Non mais on n'avait pas compris la première fois. Non mais c'est pas ça, c'est que j'ai pris un coup parce que je me suis dit mais l'Europe pour eux c'est rien en fait. Eux, Erasmus, ils savent pas ce que c'est, hein, ils l'ont pas fait. De toute façon, non mais c'est aussi l'Europe. Non mais c'est intéressant. C'est aussi l'Europe. Attends, mais c'est aussi l'Europe. Julien Sérigny a la parole. Tout le monde doit avoir accès à Erasmus. Les jeunes travailleurs, les lycéens, tout le monde. Et c'est ça qui fait. Quelle sera l'Europe pour demain? Moi, je demande aux responsables politiques qui se présentent aux élections présidentielles. Je suis pas le seul, il y en a plein, il paraît. Ah oui, je garantis, vous n'êtes pas le seul. Sinon, Monsieur le Président, bonsoir. À l'échelle européenne. Et si on est élu, si c'est mon cas, vous pouvez me croire, c'est que je vais tout de suite aller les voir les autres. Et au lieu de dire, on va renégocier pour redevenir l'État-nation, ce qui, malheureusement, aujourd'hui, nous mettrait dans une grande fragilité. Il faut aller négocier avec les autres pour que la vision de la France en Europe l'emporte. Ce qui est sûr, c'est qu'avec vous, il y aura de l'ambiance. Le président, ça c'est sûr. On votera pour ça. Erasmus, c'est extrêmement intéressant comme exemple, parce que ça montre bien que justement, il n'y a pas l'Union européenne, Erasmus. Non, mais c'est un beau programme, mais justement, qui montre qu'il n'y a qu'une infime partie de la jeunesse qui peut bénéficier de ce programme et qui en bénéficie. C'est moins de 2% des étudiants. Et donc des étudiants, ça veut dire que ce n'est même pas de la jeunesse. Donc on l'élargit. Donc on se rend compte à quel point ça concerne une partie infime. Le service civique devrait être européen d'ailleurs aujourd'hui. Sauf que comme ça fonctionne, ce qu'il faut faire, c'est pas le supprimer, mais l'élargir. Et pour l'Europe, c'est la même chose. Quand ça fonctionne, on renforce, on va plus loin et on fait plus de sécurité. Intéressant et qui peut expliquer aussi pourquoi il y a un décrochage aussi, même au niveau de la jeunesse par rapport à l'Europe, parce que les choses qui pourraient directement concerner les jeunes, au final, ne regardent que moins. Je peux juste rappeler Erasmus qui a profité, je crois, à 3 millions d'Européens depuis sa création. C'était en 1987 de mémoire. Surtout, c'est pas l'Union européenne. C'est presque 1% de la population européenne. C'est pas l'Union européenne, Erasmus. Il faudra quand même le rappeler. C'est financé par l'Union européenne. Financé par des budgets européens. Laissez-le parler. Simplement, c'est des mesures démocratiques que vous dénoncez. Une chose qui me frappe vraiment dans votre discours, je me suis amusé parce que je pense que ça te fera plaisir. Ceci est une belle affiche de 1979, une affiche électorale du Parti socialiste qui disait « Changer l'Europe ». 1979, en 89, on aura l'Europe sociale. On a toujours le même discours en réalité. On a des gens qui sont au pouvoir, qui sont aux manettes, qui sont ministres des Finances, qui sont actuellement... Alors quel slogan pour vous? Parce qu'actuellement vous avez la France apaisée, vous auriez l'Europe apaisée peut-être comme slogan? Écoutez, l'Europe apaisée déjà, mais pourquoi pas en parler? Pourquoi? Parce que l'Europe apaisée, c'est quoi? C'est sortir du commandement intégré de l'OTAN, par exemple, pour éviter qu'à chaque fois qu'on ait une expansion des États-Unis vers l'Est, eh bien on ait un conflit. En Ukraine, avec quand même, je rappelle, un avion qui a été descendu en Ukraine. En Géorgie, on a eu un problème en Géorgie en 2008. Je ne comprends pas très bien ce que vous racontez par l'OTAN, mais où je vois très bien où vous voulez en venir, parce que vous avez des alliances, le Front National avec la Russie, donc ça vous intéresserait beaucoup qu'on sorte de l'OTAN pour des raisons géostratégiques qui concernent que Marine Le Pen. Mais ça c'est une question qui n'est pas européenne, mais qui est une question stratégique. Mais c'est pas grave. Je suis en train de te dire simplement qu'il faut, pour avoir la paix, tu me parles de la paix en Europe. Donc la solidarité militaire, la solidarité économique, la solidarité budgétaire, la solidarité... Vous êtes contre toutes les solidarités. Nous sommes pour le co-développement harmonieux des nations. Le co-développement harmonieux des nations. Tout ce qui marche pas maintenant. Tout ce qui marche pas maintenant, vous êtes pour le marché,
le marché non organisé, non régulé. Nous sommes pour le marché. C'est ce qui existe. Je crois que tu as confondu avec la personne que tu défends, qui est chez Rothschild. C'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes pas sur le même créneau. C'est les vieux. C'est quand même dommage. C'est quand même pas intéressant de s'envoyer à la figure des choses. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, la voix de la sagesse ce soir. Non, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on va faire en moins bien? On va répéter en moins bien. Le débat de nos aînés, ça a quand même très peu d'intérêt. C'est dommage que vous envoyez à la figure les arguments qui sont les mêmes et qui sont... Mais alors, s'il y avait une nouveauté, justement, je vais vous laisser la parole en guise de conclusion, chacun d'entre vous pendant 1 minute. Si vous deviez insister, Maxime Bernard, sur un point qui doit être fondamental, puisque la campagne présidentielle française, ça y est, elle est lancée, sur l'Europe, sur le thème de l'Europe, qu'est-ce qui doit être mis en avant? Le point fondamental de l'Europe, c'est que ça permet notamment à la France d'arrêter de se focaliser sur ceux qui possèdent, sur ceux qui ont les positions, qui ont l'argent, les biens, c'est-à-dire en gros une certaine génération, et de s'ouvrir à l'échelle de l'Europe. De quoi on aura besoin demain? De qui? Je vous donne un exemple précis. On parle beaucoup en ce moment de la robotique, des nouvelles entreprises, de la nouvelle économie. Mais cette marche qui va être créée par les robots, à qui elle va profiter? Est-ce qu'elle va profiter à des entrepreneurs et à des capitaux risques qui sont à l'autre bout du monde? Est-ce qu'elle va profiter aux peuples européens qui en ont besoin pour se développer, qu'on a besoin pour se développer humainement et économiquement, donc socialement, ou est-ce que, encore une fois, elle va profiter à une espèce, en effet, de technostructure comme ça, complètement déconnectée de la réalité de nos vies, et qu'on doit aujourd'hui remplacer par un pouvoir démocratique. Merci. Même question, Sacha Houlié. Il y a un vrai besoin de solidarité entre les peuples européens, que ça s'est vu au niveau des réfugiés, parce que les peuples étaient prêts à être solidaires et pas les gouvernements, qu'il y a un vrai besoin de protection des salariés en Europe, c'est de ce dont je parlais sur les mesures anti-dumping, qu'il y a un vrai besoin d'organisation des libertés, et c'est tout notre espace économique et toute la révolution numérique dont parlait Maxime, et que toutes ces questions, elles ne s'organisent qu'au niveau européen, et donc c'est pour ça que c'est essentiel de porter le débat en 2017. Écoutez, moi, mon Europe type, ce serait une Europe des nations qui serait solidaire, parce que je suis pour la solidarité en Europe, c'est-à-dire permettre qu'aujourd'hui des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, l'Irlande ne soient pas saccagés par une Union européenne, par une certaine troïka avec l'aide du FMI. C'est ça le co-développement des armes modules des nations dont on parlait tout à l'heure. C'est ça mon idéal. La conclusion? Je pense qu'il faut plutôt recentrer l'Europe sur quelques priorités fortes, et pour le reste, aller vers une refonte des institutions, parce qu'il y a quand même un cruel manque de démocratie qui se ressent par rapport à cette Europe, et évidemment, dans un second temps, en attendant, bloquer tout élargissement, parce que voilà, on n'est pas dans cette... Et nous verrons si vos idées infusent. Merci en tous les cas pour ce débat toujours vif et très intéressant. Merci à vous et à